Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédiée à l'innovation, le marketing et la PropTech de l'immobilier suisse et suisse romand d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous rencontrons Géraud Delaval, Senior Innovation and Strategy Developer chez Romand Énergie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors, salut Géraud, merci beaucoup d'être venu à cette podcast Real Insiders. Donc, avant de nous lancer dans le vif du sujet, revenons un peu sur toi, sur ton parcours. Qui es-tu finalement ? Salut Joël, écoute, déjà merci pour ton invitation. Moi j'ai un background d'abord dans l'informatique. C'est là où on s'est rencontrés. Je faisais des applications, de la période 2009-2012 chez Creatives à Vevey. Puis c'est une période de fou. Je suis allé 2 fois en Californie pour aller dans cet univers qui était tout en construction. Enfin, c'était vraiment la folie. La pure tech. Après, je suis passé un peu en start-up aussi, donc service, start-up, de la partie pure développement mobile. J'ai aussi fait de tout ce qu'on appelle le user experience design, plutôt la partie design, un peu de business. J'ai eu ma start-up, différentes choses. Puis en fait, il y a 6 ans maintenant, j'ai rejoint Romand Énergie, le laboratoire d'innovation, où j'ai découvert ce nouveau monde de l'énergie. Et sur la route, on s'est focalisé sur l'immobilier. Ouais. Et puis voilà. Ok, génial. Et puis aujourd'hui, donc, tu occupes le rôle de Senior Innovation and Strategy Developer à l'Innovation Lab chez Romand Énergie. Et en gros, ça veut dire quoi ? C'est quoi ce poste ? Est-ce que tu as des équipes avec toi ? Raconte-nous un petit peu tout ce département finalement. Ouais, alors au lab, en fait, nous, on est déjà basé à l'EPFL. Ça, c'est une grande différence. Là, on enregistre ce podcast, on est dans les locaux de Morges de Romand Énergie, mais le lab, on est basé à l'EPFL. Et puis, ce qu'on a essayé de mettre dans le titre innovation et stratégie, c'est vraiment ce qui m'occupe. Ça veut dire que d'un côté, il y a la stratégie d'entreprise ou des stratégies sur des produits. Qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire, se répondre à ces questions. Oui. Ça paraît con comme ça, mais c'est quand même un vrai sujet qu'il faut creuser. Et puis, sur cette base-là, on vient mettre de l'innovation, vient construire des business. Et peut-être le dernier mot, développeur, c'était assez important pour moi. Je voulais pas que ce soit un titre de manager ou non, développeur dans le sens on fait, quoi. Oui, on est vraiment dans réaliser, construire ces trucs. Designer des produits. Et puis voilà. Ok, génial. Et puis du coup, si on sort un petit peu, finalement, disons du blabla un peu général comme ça, vous faites quoi concrètement aujourd'hui, typiquement si on reprend votre daily business, ça représente quoi ? Ouais, alors avant de rentrer dans le daily business, si tu veux, ça fait 4-5 ans maintenant qu'on a un gros focus au lab sur la partie immobilière et principalement les immeubles résidentiels. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment identifié un gros poste d'amélioration de cet immobilier. Puis peut-être avant de rentrer là-dedans, juste Romand Énergie, ce qu'on a comme mission, c'est de décarboner la Suisse romande. Et donc ça, tu pars de ça. Et donc quand tu prends l'analyse stratégique, on dit dans la Suisse romande, qu'est-ce qui carbone, notamment l'immobilier, les chiffres, c'est de l'ordre de 33%, 40% finalement du CO2 qui est émis par les bâtiments en Suisse. Oui. Donc, quand tu t'appliques ça à notre Suisse romande, à notre bord du Léman, notamment, t'as un gros poste qui est dans le chantier. Du coup, donc ça, c'est un peu le contexte. Et c'est là-dedans qu'on bosse. T'entends déjà dans mon discours, tu vois, on vient mettre des chiffres, on vient avoir toute la partie analyse. Oui. Ça fait partie de mon day-to-day. Et puis, disons, sur les 2 dernières années, on a commencé à construire différents produits dans ce marché de l'immobilier. Comment on vient décarboner ce marché de l'immobilier. D'accord. Donc ça, c'est vraiment votre objectif ultime. Et puis, vous avez développé divers produits qui sont liés à tout ça. Mais ça, on va revenir par la suite, justement, parce qu'il y a des questions qui sont liées à cette thématique. Et avant, justement, de rentrer dans l'immobilier, on va justement faire un pas en arrière. Et puis, vu que c'est quand même dans la thématique de l'énergie aujourd'hui, c'est de se dire, finalement, comment toi, tu vois le futur de l'énergie, globalement, déjà en Suisse. C'est une thématique qui est, au vu de ce qui se passe aujourd'hui, est quand même une thématique qui est au cœur des sujets et au cœur des discussions. Et quel sera le rôle de la Romand Énergie dans tout ça ? Voilà, avant de parler du futur de l'énergie, je voudrais juste peut-être reprendre un tout petit peu le passé pour qu'on comprenne bien ce qu'on a vécu 5-10 ans avec un prix de l'énergie, notamment de l'électricité, hyper bas. Et c'était un peu l'abondance dans le sens où on se posait pas trop de questions. La facture d'électricité, quand tu demandes aux gens autour de toi, c'était vraiment un non-sujet. Oui. Les gens, c'était vraiment pas le sujet. Tout le monde s'en foutait.
Puis si on parle d'un passé un peu plus proche, les 12-18 derniers mois, il y a eu une augmentation des prix de l'électricité liée notamment à l'Ukraine, mais pas que, qui font que d'un coup, c'est devenu un sujet. Oui. Et pendant 6 mois, tous les gens que je rencontrais, que ce soit des nouvelles connaissances ou des gens que je connaissais très très bien, c'était le sujet qui sortait à chaque discussion. Et ça, c'était assez, si on prend un peu de recul, c'était assez intéressant de voir qu'on est passé d'un sujet dont tout le monde se foutait. Ah, tu fais quoi dans l'énergie? Tu comptes les électrons, les bleus, les rouges. Les kilowatts. Ah, d'un coup, attends, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer réellement? Et on a vraiment changé. Maintenant, ta question, c'est quoi? C'est le futur. Futur de l'énergie. En fait, il y a des choses qui sont en train de changer assez drastiquement dans la perception des gens, mais qui sont en fait dans l'industrie depuis une dizaine d'années. Il y a tout ce qui est décarbonation. Donc, en Suisse, sur la partie électricité, on a une électricité qui génère peu de CO2. C'est principalement de l'hydraulique et du nucléaire. D'accord. Mais dans le reste de l'énergie, on a nos voitures à pétrole, d'une part. Il y a nos chauffages qui sont au pétrole ou au gaz. Et puis ça, il va falloir qu'on change. Et les passoires énergétiques qui sont les bâtiments. Exactement. Donc, il y a un côté qui est sur qu'est-ce qui est consommé comme énergie, ce que je viens de dire. Toi, ce que tu dis, c'est aussi comment on le consomme. Et notamment, il y a plein d'endroits où on consomme n'importe comment cette énergie, les passoires énergétiques notamment, et plein d'autres trucs. Résultat de tout ça, c'est le sujet dont on a entendu parler depuis maintenant 8-9 mois, disons, c'est cette notion de pénurie. Pénurie d'électricité, pénurie de gaz, et ça fait peur à tout le monde. Et en vrai, on a vécu sur un système où on ne sait pas trop pourquoi, c'était hyper stable, des prix très 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 bas, et là d'un coup, on a une grande volatilité, et c'est très difficile de voir ce qui se passe. Donc le rôle de Romande Énergie dans tout ça, c'est d'essayer de stabiliser. On a un rôle un peu de stabilisateur sur les prix d'électricité notamment, et tout ce qui va être chauffage, notamment chauffage à distance qu'on fait chez nous. Stabilisateur parce que ce qu'on veut pas, c'est que les ménages ou les entreprises aient des factures d'énergie qui passent le plafond, qui explosent, qu'il y ait des boîtes qui ferment. Ça, c'est un bout. Et puis de l'autre côté, en fait, ces prix, ils évoluent quand même. Comment on fait pour que ce soit pas qui finalement a ce risque? Et nous, on a notamment un rôle là-dessus de stabilisateur. D'accord. Et puis maintenant, si on se dirige vraiment vers l'immobilier, comment vois-tu le rôle de l'énergie dans l'immobilier en Suisse? Alors ça, Joël, tu m'as déjà un peu répondu à la question. On a en effet donc tous ces immeubles qui sont des passoires énergétiques. Et ça c'est un sujet, c'est un de les isoler, les rénover, et deux, de changer les agents énergétiques, donc le type de chaudière qu'ils ont. Et puis sortir du gaz et du mazout pour passer sur des trucs qui sont plus bas carbone. D'accord. Ça, et c'est central. Et ce qu'on voit, c'est que si on met des chiffres, c'est 150 000 immeubles en Suisse romande qu'il va falloir rénover dans les 30 prochaines années. Ouais, c'est énorme. C'est un énorme challenge. Et du coup, aujourd'hui, dans le cadre de votre Innovation Lab, l'une des thématiques, j'imagine, c'est la création de produits. Enfin, j'imagine pas, je le sais un petit peu, mais on en parlera après. C'est la création de produits énergétiques, donc destinés à l'immobilier. Est-ce que c'est juste? Pourquoi? Est-ce que tu peux m'en dire plus finalement par rapport à ça? Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, d'un point de vue stratégique, on a identifié que c'était un gros poste d'émission qu'on voulait réduire. Et puis, aujourd'hui, la façon pour Romande Énergie d'agir là-dessus, c'est de créer des produits énergétiques. Alors, quand on dit produits énergétiques, ça veut dire beaucoup de choses, mais moi, je m'intéresse beaucoup aux acteurs, aux clients, à cet écosystème qui est là. Donc, ça peut être des produits pour les communes. On reparlera peut-être après de communes rénov'. Ça peut être pour les habitants, qu'ils soient locataires ou propriétaires, ou pour des propriétaires immobiliers, ou pour des gérances. Et là, ce qu'on voit, comme je disais tout à l'heure, le sujet de l'énergie, dans le monde de l'immobilier, mais ailleurs, en fait, c'est un non-sujet, tu vois, dans les dernières années. Et là, d'un coup, ça devient un nouveau sujet. Donc, il y a aussi tout un élément qui est éducatif. Ça, je sais qu'on en a déjà pas mal parlé ensemble. Il faut les onboarder. Il faut onboarder tout le monde parce que c'est compliqué. Et moi, je viens pas du monde de l'énergie. Et il y a 6 ans, quand je rejoins le laboratoire d'innovation, je rentre dans ce monde et je me dis, oh putain, qu'est-ce que c'est ce truc, quoi. Et je comprends qu'il faille onboarder ces gens. Et c'est entre autres ça qu'on fait, C'est vrai qu'on discute de ça, mais quand j'avais participé à l'un de vos workshops,
je vous avais dit clairement, les gars, là, ce que vous êtes en train de me raconter, pour moi, c'est du chinois. Donc, j'imagine bien que pour certains acteurs de l'immobilier, ça doit être pareil et que ça doit être ce rôle de vulgariser et d'onboarder les gens sur une thématique qui est aujourd'hui une thématique centrale, n'est pas évidente pour le milieu de l'immobilier et que votre rôle aussi, c'est d'amener finalement du savoir et de la connaissance, mais surtout de l'accompagnement de façon pragmatique sur ce genre de thématique. Ouais. Puis en fait, si tu veux, ça c'est tout juste. Moi, je suis absolument d'accord avec tout ça. La problématique qu'on a, c'est que on reprend dans le timing. Il y a 12 mois, c'était pas un sujet l'énergie, peu un sujet pour la majorité des gens. Certains étaient déjà un peu plus avancés, clairement, mais et aujourd'hui, tu as des gens qui traînent encore pour se dire oui, c'est un vrai sujet. Et du coup, tu peux pas éduquer ceux qui n'ont pas envie d'être éduqués. Enfin, tu vois, et donc tu as toutes ces notions de timing, c'est pas toujours simple à gérer. Et puis je pense qu'il y a aussi des barrières financières. Enfin voilà, il y a un tout. On va en discuter après. Mais finalement, quand tu crées un produit qui est destiné à l'immobilier, peut-être qu'on pourra aller dans le détail avec le BRM. Je crois que c'est un produit qui va sortir prochainement. Comment crée-t-on finalement et comment est-ce qu'on design un produit destiné à l'immobilier? Est-ce que, alors ça on en a discuté parce qu'on l'a fait aussi, est-ce que tu utilises la méthode du design thinking, du design sprint, du marketing d'itération? Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un résumé de tout ça? Ouais, à fond. En fait, moi je te disais, pour moi ce qui est central, c'est de s'intéresser à qui va être le client, qui va être l'utilisateur. Ça c'est aussi mon background quand je faisais du user experience design dans le passé. Et le design sprint, design thinking, marketing d'itération, c'est que d'abord, c'est qui ton client, définis bien ton client, et puis ce client, on aime beaucoup toute la méthodologie Strategizer, avec un truc qui s'appelle Jobs, Pain, Gains. Pour chacun des acteurs, tu dis c'est quoi les choses qu'il doit faire dans sa journée, c'est Jobs, c'est quoi les trucs qui sont difficiles pour lui, les pain points, tu vois, les pains, et puis c'est quoi qui lui donne le sourire dans sa journée ou dans son année, les gains, Jobs, Pain, Gains. Nous, on utilise beaucoup ça. Alors, c'est très lié design thinking, design sprint. Là, on ne va pas rentrer dans trop de détails parce qu'il y a plein de livres qui sont écrits et il y a plein de guerres de chapelle aussi de si ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Bon, résultat, nous ce qu'on fait, c'est qu'on s'intéresse vraiment aux besoins des acteurs. Et donc, comment on a créé des produits destinés à l'immobilier? On a commencé par les discuter avec ces acteurs de l'immobilier. Exact. On a été discuter avec ces gens. C'est des gens qu'on connaissait pas. Les premiers meetings, ils sont hyper durs. Oui. Parce que comme quand on vient nous voir et que nous, on utilise tout notre jargon, on a été voir le monde de l'immobilier à plein d'endroits et on a été dans des conférences et des trucs et puis on s'en prenait plein la gueule avec des mots, des trucs, des concepts. Tout le monde disait « Ah oui, bien évidemment ». Et nous, on était complètement largués. Par contre, on avait besoin de ça pour comprendre un peu leur environnement, leur contexte. L'univers. Et puis, tu sais, quand c'est ton domaine, moi, le monde de l'énergie, si on veut, t'as le nez dans le guidon, tu fais des trucs tous les jours, et puis il y a plein de questions que tu te poses plus. Oui. Et donc, le job, quand tu crées un business, un produit à destination de ces gens, c'est de poser les questions que les gens ne se posent plus. Oui. Et en fait, pourquoi vous faites ça? Ah, parce qu'on a toujours fait comme ça. Ouais, mais en vrai, pourquoi? Moi, je comprends pas ton truc. Et puis d'aller avec une approche un peu humble, parce qu'on sait pas, on vient pas de cette industrie, mais aussi parfois un peu naïve. Parfois, on a déjà 2-3 pistes, puis t'as envie d'aller creuser, tu vois. Et tu vas là-dedans, puis tu creuses, puis d'un coup, tu tombes sur des trucs et tu te dis, mais les gars, vous avez le nez dans le guidon, vous avez pas vu ça? Ah bah non, tu sais, parce que notre logiciel, il nous permet pas ça. Ah bah non, parce que ce processus, il nous permet pas ça. Puis t'es là. Mais, ok. On a déjà un emploi du temps très chargé, du coup... Tout ça. Et donc, le rôle de l'innovation, c'est d'aller creuser ces trucs, identifier ces trucs et d'aller répondre à, comme tu disais tout à l'heure, les pain points. Dire, écoute, là, il y a un truc. Mais mec, on peut bosser ensemble. Donc là, c'est aussi important. Co-création. Oui. C'est pas nous, dans notre lab, à l'EPFL, on fait nos trucs, on s'enferme, puis d'un coup, on sort. Tout droit, Non, on vient tout le temps échanger, tester avec le marché. D'où la méthodologie du design sprint. Design thinking, d'où des workshops qu'on fait tout le temps avec des professionnels aussi. C'est là où toi, tu as intervenu. C'est hyper cool. Tu débarques dans le workshop, tu dis, écoutez les gars, je comprends rien au monde de l'énergie. Puis nous, on te répond, mais nous, on comprend rien à l'immobilier. Puis passons l'après-midi. Et puis, discutons, construisons, échangeons, et puis essayons tous ensemble de monter en compréhension sur ce qui peut être fait, quoi.
Clairement, et d'ailleurs, c'était hyper intéressant. Et du coup, c'est là où vous, quand vous designez un produit, vous en designez plusieurs finalement. Et puis, vous essayez de faire passer les étapes les unes après les autres pour finalement arriver avec un produit final qui, finalement, qui aujourd'hui est complètement pertinent pour ce milieu de l'immobilier. Ouais. Là, tu parlais tout à l'heure donc du BRM. BRM, c'est une solution qu'on fait pour aider les propriétaires de parcs à savoir par où commencer dans la rénovation de leurs immeubles. Okay. Grosse problématique, si tu es propriétaire, un fonds immobilier ou une caisse de pension, tu as disons 30, 50, 100, 300 bâtiments, tu sais que tu dois les rénover, soit parce que tes bâtiments ils deviennent un peu déjà vétustes et puis il faut que tu t'y mettes pour ces raisons, soit parce que des questions de décarbonation. Puis nous, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient utiliser la donnée pour t'aider à identifier ça. Alors c'est drôle parce que quand on parle données, la donnée ouverte et publique. Ouais. Donc facile à utiliser dans un premier temps. Hein. Ouais. Et de la partie open data qui est disponible, et aussi des données qui appartiennent aux propriétaires ou à la gérance et qui nous mettent à disposition. Et là, c'est très drôle parce que un des sujets, on l'a évoqué, c'est changer une chaudière ou du coup, tu as besoin déjà de connaître la consommation de ta chaudière. Ouais. La consommation de ta chaudière, parfois, le seul endroit où tu trouves cette information, c'est un post-it sur la chaudière. Oui. C'est clair. Et c'est ça le niveau aussi d'information qui est disponible. Donc nous, tu vois, on est là, mais on dit, mais comment vous pouvez imaginer rénover un immeuble si vous n'avez pas la consommation ? Et voilà, c'est le genre de truc qu'on met en place. Et du coup, c'est vraiment un outil qui permet d'identifier le potentiel de rénovation d'un bâtiment sur divers axes. Ouais, exactement. Parce que vous avez aussi du panneau photovoltaïque, enfin, vous faites plusieurs choses quand même, vous avez plusieurs produits à la Romande Énergie au final. Ouais. Alors là-dessus, donc il y a deux grands axes, si on veut dire. Il y a déjà qu'est-ce que tu veux faire sur ton bâtiment. Alors si tu veux juste mettre des petites choses, c'est assez facile de décider. Mais si tu veux faire une grosse rénovation complète, c'est hyper compliqué. Tu dois avoir des éléments de l'architecte, des éléments d'un énergéticien, mais aussi comment tu finances ta rénovation, le cadre légal, tous ces trucs. Donc ça c'est assez compliqué. Et puis de l'autre côté, tu as les solutions que tu peux mettre en place. Donc, en effet, chez nous, on a des solutions de photovoltaïque, des solutions pour les chaudières, des solutions pour l'enveloppe, mais aussi des solutions au niveau du quartier, par exemple. Tu as 3 bâtiments identiques dans un quartier. Si tu viens travailler au niveau du quartier, boum, tu sors avec des trucs plus intéressants. Ok. Et dans le cadre de développement de ce type de produit, comment on passe finalement du stade de projet, donc du lab, finalement au marché? Comment est-ce qu'on sait qu'on tient quelque chose et puis que là il faut se lancer? Est-ce que c'est le retour du marché ou c'est vous qui sentez que là il faut y aller? Ouais, là il y a, comme tu le décris, il y a un peu une tension si tu veux. Alors je pense déjà ton produit il est jamais fini. Ce serait assez illusoire de se dire ton produit ça y est il est fini, tu peux le lâcher. Maintenant on le passe dans le marché. Moi je crois pas du tout là-dedans. D'autant plus dans les solutions digitales comme le BRM dont on vient de parler. Moi je crois plutôt que il y a un niveau de certitude. Au début, tu t'en sais rien. Puis petit à petit, tu construis avec le marché, tu avances. Et puis tu sais un peu mieux. Et puis là, tu commences à construire ton équipe, à mettre un peu plus des process, à être plus visible dans le marché. Et puis par contre, au bout d'un moment, tu as ton marché qui bouge d'une façon ou d'une autre. Là, on a eu, dans la dernière année, pas mal de fluctuations, dans les 6 derniers mois, pas mal de fluctuations sur les taux hypothécaires. Direct son impact sur la capacité de rénovation de certains acteurs. Ouais, tout à fait. Et donc, si tu veux, si tu dis, ça y est, mon produit, il est fini, puis en fait, t'as ça qui se passe dans le marché et que tu veux pas l'intégrer parce que dans ta tête, le produit, il est fini, en fait, tu passes à côté d'un truc. Tu te casses la gueule. Tu te casses la gueule. Donc, je crois que c'est jamais véritablement fini, d'autant plus dans ces volatilités qu'on a en ce moment dans tous les marchés, quoi. Ok. Et puis, du coup, si on prend l'exemple de Commune Rénov', peux-tu m'en parler un peu plus rapidement Ouais. Commune Rénov', c'est un produit que j'ai aidé à lancer. Donc moi j'étais côté lab, mon collègue Nicolas il était dans l'unité d'affaires. Et puis c'est basé sur un concept qui a été lancé d'abord à Aunay dans le canton de Genève, où c'est la commune qui lance un programme pour accompagner les propriétaires immobiliers du territoire communal. Donc, c'est les propriétaires des bâtiments, des propriétaires privés, mais qui sont encadrés et poussés par la commune pour lancer une grande vague de rénovation. D'accord.
À travers des aides, de l'accompagnement. Ouais, à travers de l'accompagnement. Les aides, elles sont ouvertes à tous, mais par contre, il y a de l'accompagnement un peu plus spécifique. Notamment, ce qui marche hyper bien, c'est qu'il y a des workshops qui sont organisés avec chacun des propriétaires, avec leur projet il y a un pré-projet qui leur est en gros fourni sur la base de leur bâtiment, et ils rencontrent plein d'experts. Tout à fait. Ils passent la matinée et ils voient, 10, 12, 15 experts dans la matinée. Donc à chaque fois, c'est des petits slots d'un quart d'heure. Et c'est un peu du speed dating sur la base de ton projet de rénovation. Et donc, tu vois plein de gens et tu viens de récupérer plein d'infos. Et ça aide vraiment ces propriétaires immobiliers. Et puis ça a un effet de booster aussi. Ah bah ouais, parce que j'ai vu ensuite qu'il y avait aussi sur Vevey, Morges. Enfin, vraiment maintenant, c'est quand même un projet qui est établi et qui est en pleine croissance. Alors Vevey-Morges, donc c'était les deux communes qui étaient dans le pilote, qui étaient lancées avec la direction de l'énergie du canton de Vaud et l'Office fédéral de l'énergie. Et donc les deux communes Vevey et Morges. Là, on arrive à la fin de cette phase pilote avec ces deux communes. Et il y a d'autres communes qui sont hyper motivées pour avancer avec nous. Il y a des chouettes trucs qui sont courts là. Oh, génial. On se réjouit de les voir. Et du coup, alors tu me parlais, c'est marrant parce que du coup, je rebondis sur ce que tu m'as dit avant sur le post-it sur la chaudière. Parle-moi finalement de Taillot, parce que vous avez investi dans Taillot. Comment est-ce que s'est fait ce rapprochement et dans quel but? Parce que tu me parlais justement de ce post-it dans la chaudière. Et du coup, j'ai rebondi en me disant, oui, mais avec Taillot, il n'y aura plus de post-it sur la chaudière normalement. Taillot, Taillot, c'est nos colocs, hein. Tu sais, t'es venu au lab, le PFL, ils ont leur bureau à côté dans nos bureaux. Tout ça fourmille d'imagination et de bordel. Et de bordel. Non, c'est trop cool. On a une super relation avec eux. La raison pour laquelle on a investi, c'est parce que déjà, on croyait dans l'immobilier du point de vue de Romand Énergie, on croyait dans la digitalisation et du point de vue du monde de l'énergie, mais aussi du point de vue de l'immobilier. On s'est croisé avec Taillot. Il y avait à l'époque un autre produit sur lequel on était sur la partie IMO, où on voyait des synergies possibles, d'autres synergies. Et puis surtout, Taillot, ce qu'ils avaient d'avance sur nous à l'époque, c'était une compréhension du marché qu'on n'avait pas. Et puis en fait, ça s'est fait d'une façon un peu opportuniste. C'est-à-dire que nous, à l'époque, on a eu cette opportunité, on s'est dit, allez, feu, on y va. Maintenant, on est beaucoup plus structuré pour ça. On a une équipe qui s'appelle Corporate Venture Capital, CVC, chez nous, qui sont liés à l'innovation d'ailleurs, et qui, eux, ont le rôle maintenant d'identifier des startups, de monter des projets avec des startups et d'investir dans des startups. D'accord. Donc aujourd'hui, ça, si tu veux, c'est beaucoup plus structuré. Mais en 2019, je crois, quand on a investi dans Taillot, c'était encore un peu plus organique, tu vois. Mais du coup, je pense que vous êtes content d'avoir misé sur un bon cheval et puis que du coup, il y a des synergies à développer entre vous parce que eux sont quand même dans le bâti finalement. Donc cette histoire de chaudière, normalement, eux, ils sont là pour le digitaliser et plus avoir besoin de ce post-it. Après, c'est savoir ce qu'on en fait en tant que finalement qu'investisseur dans ce type de boîte. Est-ce que vous avez investi dans d'autres types de startups dans l'immobilier ou vous êtes focus que sur Taillot pour l'instant? Non, alors on a d'autres investissements dans d'autres startups. Par contre, pas forcément d'autres dans l'immobilier. Il se passe beaucoup de choses en ce moment dans l'immobilier et c'est cool. Il y a plusieurs boîtes avec qui on avance. Et nous, ce dont on est quand même à peu près sûr, c'est que pour décarboner tous ces immeubles, il va falloir avoir un écosystème de gens motivés. Taillot, ils sont motivés by design. Quand tu connais l'équipe, ils sont chauds. Nous, on est chauds. On voit plein d'autres gens qui sont chauds. Et puis, est-ce qu'on investit dedans ou est-ce qu'on a des partenariats forts? C'est OK. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir cet écosystème avancer, quoi. Et bosser avec les gens qu'on se veut, quoi. Et puis, du coup, comment vois-tu l'immobilier d'aujourd'hui? Alors on en a déjà un peu évoqué. Je pense que l'immobilier aujourd'hui, donc moi je vois deux énormes sujets qui arrivent. Il y a toute cette vague de rénovation. Ça arrive. Et souvent avec des objectifs 2030 imposés par la Confédération. Alors exactement. Donc la vague de rénovation, moi je vois deux choses qui la poussent. Il y a en effet toute la notion climatique, décarbonation. Les objectifs de la Confédération 2030, les cantons qui mettent des lois les unes derrière les autres. Et moi, je suis persuadé que le contexte va être d'autant plus difficile. Donc ça, c'est la partie décarbe. Et puis, il y a la partie vétusté. On a un parc immobilier
suisse et roman qui a été surtout construit après la Seconde Guerre mondiale. Parfois, ça a été construit vraiment à l'emporte-pièce parce qu'il y avait une hausse énorme de la démographie. Oui. Et il fallait construire pour loger ces gens. Et aujourd'hui, ces bâtiments sont dans un état qui est vraiment difficile. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des passoires énergétiques. Alors, on les appelle des passoires énergétiques, mais c'est aussi des bâtiments qui, en dehors de la partie énergie, on peut parler de colonnes de chute. C'est ta chasse d'eau, quand tu tires la chasse d'eau, tu as de l'eau qui tombe dans la colonne de chute. Le problème de ces colonnes de chute, c'est qu'au bout d'un moment, il faut que tu les rénoves, parce que sinon tu as de la flotte partout et tu as des inondations. Et donc voilà, je parlais d'une grosse vague de rénovation qui est poussée par la notion de décarbonation et par la notion de vétusté. Ça, c'est le premier bout. Puis le deuxième bout, là, c'est la digitalisation. Et le monde de l'énergie a vécu cette digitalisation poussée depuis une dizaine d'années maintenant, 10-15 ans. Et moi, je crois que l'immobilier, c'est ce qui arrive. Les télécoms, on est en train d'entamer ce virage. Ouais. Les télécoms, c'était il y a 25 ans. L'énergie, c'était il y a 10-15 ans. Puis là, j'ai l'impression qu'on est droit dedans dans le monde de l'immobilier. Ouais. Et puis du coup, tu rebondis un petit peu à la question suivante. Parce que quand je te dis comment vois-tu l'immobilier d'aujourd'hui, donc est-ce que c'est une période de stabilité, de transition ou de disruption? Et qu'est-ce qui va se passer finalement? Tu m'as un petit peu répondu, je pense qu'on est dans une transition ou dans une disruption, mais selon toi, est-ce que alors il n'y a pas de baguette magique, mais comment tu vois l'avenir de cet immobilier finalement? Ouais, alors... Donc, par rapport à tes problématiques à toi. Ouais. Pour moi, ce qui est quand même intéressant là-dedans et qu'il faut garder, c'est que il y a des choses qui bougent pas dans l'immobilier. Donc, tu as un besoin fondamental qui est les gens, ils vont devoir vivre dans un appart, dans une baraque, sous un toit qui est chauffé. Et donc là, il y a quand même toute une notion de stabilité. Ça s'appelle immobilier pour une notion quand même d'immobilisme. Et ça, c'est normal. Un appart où un immeuble va toujours avoir des murs, une chaudière, des gens, un contrat de bail qui, lui, c'est la stabilité même. Donc il y a des bouts qui vont pas changer. Maintenant, il y a plein d'autres bouts autour qui changent. Et c'est là où on retombe sur cette notion au minimum de transition, disruption, ça je peux pas forcément dire, mais en tout cas de transition, on parlait du cadre légal au point de vue du bâtiment sur le carbone qui va être de plus en plus restrictif. Et ça, on peut ne pas être d'accord. On a signé beaucoup trop de trucs qui font qu'on va devoir y aller. Comme je disais, le marché immobilier, il est beaucoup trop émetteur de CO2 aujourd'hui pour passer entre les mailles du filet. Je veux dire, ça arrive Donc il faut se bouger. Donc là, il faut se bouger. Et du coup, il va falloir quand même beaucoup d'argent pour financer tout ça. Mine de rien. Parce que là, on dit à tout le monde qu'il faut bouger, mais au final, c'est le propriétaire qui paye. Ouais, alors bon, quand tu dis le propriétaire qui paye, avec les aides, mais il y a des aides et puis il y a une partie des coûts qui sont quand même répercutés sur les loyers. Donc il y a aussi un bout qui est payé par les locataires. Ok. Et donc il va falloir beaucoup d'argent, oui. Il va falloir beaucoup de gens pour le faire, oui. Pour moi, un des débuts de réponse à ça, comment on trouve ce pognon, c'est qu'en fait, il y a encore quelques mois, il y avait il y avait des taux hypothécaires qui étaient hyper bas. Pré-Covid, on avait aussi un coût des matériaux qui était bas par rapport à ce qu'on vit déjà aujourd'hui. Et on a eu une période où c'était quand même hyper facile, beaucoup plus facile en tout cas de rénover. Mais il n'y avait pas de cadre légal. Oui. Et maintenant, c'est le contraire. Tu vois. Et c'est là où c'est hyper dur. Donc, je dis pas qu'il aurait fallu tout faire avant. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que quand on regarde ça avec un tout petit peu de recul, on dit merde. On a peut-être loupé tous, en tant que société, une échéance. Oui. Dans le passé. Ça change pas qu'aujourd'hui, maintenant, on va pas changer le passé. Il faut qu'on s'y mette. Il va falloir beaucoup d'argent. Et il va falloir que tout le monde fasse aussi un effort. Ouais. Et c'est pas moi qui vais dire c'est lui qui doit payer, c'est pas mon rôle. Il y a des rôles au niveau politique, il y a des rôles au niveau des fêtières. Il y a des gens qui vont devoir payer. Il y a des gens qui vont pas pouvoir payer. Et que ce soit au niveau des locataires, par exemple, il faut faire hyper gaffe. Il y a des gens qui sont dans un appart depuis 20 ans, ils payent un mini salaire, un mini loyer, mais ils peuvent pas se payer plus. Puis comment on fait pour ces gens? Et je pense que c'est une question qu'il faut quand même qu'on se pose. Il y a des propriétaires qui peuvent pas payer les rénovations de ces immeubles.
de ce côté-là, il y a des choses assez D'où drôles. les aides de l'État, entre Ouais, autres. mais les aides de l'État, tu sais, c'est genre 15 ou 20% max. Hein. Ouais. Donc, tu as encore tout le reste que tu dois payer. Oui, ouais. Et là, on risque d'avoir aussi un changement de propriété. Oui, Des gens c'est qui ce que peuvent j'allais dire, pas un mouvement de rénover marché, ouais. et qui vont devoir vendre. Ouais. Alors, il y a différents modèles qui existent dans le marché pour ça. Forcément, ce point du pognon pour financer, il est identifié, donc il y a des trucs qui vont sortir. Mhm. Soit des choses qui vont sortir du point de vue du politique, soit du point de vue du marché. Ça va bouger. Et du coup, alors, je connais assez bien... enfin, il y a deux grosses thématiques aujourd'hui dans l'immobilier, c'est la digitalisation. Ça, c'est vraiment un point qui me parle. Et justement, cette vague, en parallèle, cette vague ESG, pardon. D'ailleurs, je pense que pour les auditeurs, tu peux juste décrire, leur dire ce que c'est. Mais est-ce que cette vague, elle va être aussi forte que ça? Ou est-ce que quand même, justement, avec ce qu'on vient de discuter, il va pas finalement avoir quand même un petit ralentissement? Parce qu'au final, c'est pas si évident que ça de faire ce pas et ce mouvement. Ouais. Donc, ESG, c'est quoi? C'est des critères qu'on dit extra-financiers et qui représentent E, c'est environnement, S, c'est social et G, c'est gouvernance. Mmh. Donc ça, c'est des critères qui sont d'autant plus importants que c'est un fonds structuré, institutionnel. Donc pour eux, c'est hyper important ces critères ESG. Je reviens là-dessus juste après. Pour des propriétaires qui ont la chance d'être propriétaires d'un immeuble à un endroit, pour eux, c'est pas trop le sujet aujourd'hui. Mmh. Donc eux, ils gèrent leur fortune comme ils veulent. Ils n'ont pas de compte à rendre, quoi que ce soit. Par contre, pour les institutionnels, l'argent des immeubles, en fait, il vient des investisseurs, différents investisseurs. Et ces investisseurs, aujourd'hui, ils demandent à quel point vos assets, les immeubles, ils sont gérés correctement, ils sont compatibles avec ce qui nous arrive dessus. Alors, donc, d'un côté, il y a une pression qui vient des investisseurs, mais l'autre côté, c'est la FINMA, l'autorité de régulation des marchés financiers suisse, qui est en train de faire changer le cadre légal pour que un fonds immobilier il puisse dire qu'il est durable seulement si il a différentes choses qui doivent être implémentées. Et donc là, on retombe sur les critères ESG. Okay. Donc une gouvernance qui est en place. Puis dans le ESG, donc ça vient pour toutes les solutions d'investissement et notamment dans l'immobilier, ça se traduit très fortement sur le E, sur le portefeuille d'immeubles. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le G de gouvernance qui doit être mis en place, il y a le S de social où on va faire des choses, et je ne cherche pas du tout à minimiser le S et le G, mais par contre, il y a un gros effort qui est mis sur la partie E, et ça se traduit entre autres par l'énergie qui est consommée par le bâtiment et par les CO2 qui sont émis par le bâtiment. Okay. Donc, est-ce que je crois que l'immobilier va subir cette vague aussi fort ? Oui, je peux te le dire, oui. Okay. Et c'est pas parce que c'est Géraud qui veut, mais c'est parce que la FINMA, parce que l'Europe, parce que les investisseurs demandent ça. Donc on est sur un énorme chantier. Il va y avoir une grosse augmentation des rénovations dans les années à venir. On est déjà dedans en fait. Hein. On le voit quand même. Au minimum, il va y avoir une grosse pression. Au minimum, ouais. Moi, je peux te dire qu'il va y avoir une grosse pression. Je vais pas te dire ce qui va arriver. Par contre, je peux te dire qu'il y a une grosse pression qui est là. C'est suffisamment intégré dans le contexte et pour que, ça arrive. Et puis c'est, ça va être assez gros, quoi. Et puis, tu penses que l'écosystème, il est prêt? Donc, l'acteur immobilier et finalement, les acteurs convergents comme la Romande Énergie. Est-ce que tu penses que l'écosystème est prêt ou il y a vraiment, il y a toujours des bons et des moins bons élèves? Mais est-ce que toi, tu as identifié une typologie immobilière qui est plus enclin à ça? Parce qu'on sait que maintenant, il y a des fonds immobiliers, alors je vais pas les citer, qui prennent vraiment ces critères à bras le corps, excuse-moi. Et puis, t'en as d'autres, c'est un petit peu plus long parce que, ils ont d'autres objectifs. Donc, est-ce que toi, typiquement, entre un propriétaire privé et puis un instit, qui c'est qui bouge le plus vite? Est-ce que l'écosystème, il est prêt pour toi? Alors, l'écosystème, donc, si on parle du point de vue des propriétaires, donc, il y a en effet les privés, eux, ils n'ont pas cette pression ESG, ou en tout cas pas aussi fort. Ils veulent le faire parce qu'ils ont envie de le faire et c'est hyper bien. Et surtout, faites-le, mais ils n'ont pas cette même pression que les institutionnels. Donc, les institutionnels, ils ont cette pression. Les institutionnels, ils ont une deuxième chose, c'est comme ils ont des parcs qui sont quand même énormes. Oui.
ils ont la capacité à planifier les investissements et les réalisations. Oui. Donc, eux, ils ont quand même des outils en plus. Et les équipes pour Et faire les équipes, et en effet tout ça. Donc, pour eux, c'est d'autant plus fort. Moi, je parle beaucoup de l'industrialisation de la rénovation, notamment à destination de ces propriétaires de parcs. Aujourd'hui, quand tu es propriétaire d'un parc de 50 immeubles, tu dois pas penser bâtiment par bâtiment, tu dois penser au niveau de ton parc, avoir une planification au niveau de ton parc. Et la bonne nouvelle de ça, c'est que quand tu planifies correctement au niveau de ton parc, les acteurs qui sont là pour rénover, comme Romande Énergie, mais les autres, en fait, c'est des acteurs qui sont hyper contents de recevoir cette planification et de bosser en fonction de la planification. On me parle tout le temps de « ouais, mais il n'y a pas assez de main-d'œuvre ». Mais il va y avoir un goulot d'étranglement là-dessus. Oui, ok, probablement. Je pense qu'on ne peut pas discuter de ça. Par contre, si on accompagne la réalisation et qu'on planifie la réalisation et qu'on vient dire à des gens, comme Romande Énergie chez nous par exemple, ok, dans les 5 prochaines années, on va faire ces bâtiments et on ne fait pas un contrat juste pour la chaudière, juste pour ceci, mais sur ces 5 bâtiments, et ben c'est beaucoup plus simple pour nous de nous organiser, de t'assurer qu'il y a les ressources et du coup, on supprime un bon bout d'inefficience qui était présente quand on dit juste la chaudière, juste le truc, le truc. Parce que chez nous, mes collègues, ils peuvent pas planifier d'embaucher des gens et d'acheter X chaudière ou pompe à chaleur ou ce qu'on veut parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Tout à fait. Donc là, il y a quand même un gros bout dans l'écosystème, c'est redonnons de la visibilité à tout l'écosystème, mais aussi les locataires, mais aussi les gérants. Tout le monde a besoin de plus de visibilité. Donnons cette visibilité, comme ça on peut avoir une approche industrielle de la rénovation. Et là, on sera un petit peu moins près. Enfin, tu vois, un peu plus près. Voilà. Je voulais rebondir sur ça justement parce que tu disais, du moment qu'on lance un chantier, on industrialise, nous on doit aussi préparer, engager. Mais des fois, je trouve aussi que les gens sous-estiment les capacités d'investissement financier typiquement d'une régie immobilière. La régie immobilière, elle est entre le privé et le locataire, entre guillemets. C'est les deux, ses clients, mais globalement, c'est plutôt le propriétaire. Et finalement, t'as des régies immobilières, enfin des agences immobilières qui ont des services de rénovation. Donc là, on peut en citer, des Bernard Nico, etc., même Buderam. Ils ont un service ou des petits services qui permettent de piloter ce type de projet de façon claire, pragmatique, et puis avec une vraie capacité de production. Et puis t'en as d'autres où on leur met cette pression-là, mais c'est de nouveau des investissements supplémentaires qui sont pas forcément digérés. Enfin, c'est ça, ça reste un modèle économique. Donc, comment est-ce que finalement ces acteurs-là viennent, alors eux qui viennent aider les propriétaires privés, mais comment est-ce que aussi la Romande Énergie viennent aider les régies à aller de l'avant de manière beaucoup plus simple et finalement sans devoir investir énormément de temps et d'argent, finalement sans retour finalement. Alors, j'adore tes questions parce que tout le monde voit les régies comme un frein à la rénovation énergétique. Et moi, perso, ça m'embête. Je pense qu'ils ont un rôle déjà qui est assez compliqué, qui est assez mal défini. Les propriétaires leur ont mis une sacrée pression dans les dernières années. Réduire les coûts, ok, cool. Puis réduire les coûts, mais digitalisez-vous, mais voilà, c'est ça. Rénover, mais continuer à avoir les plaintes des locataires et tout ça. Et je pense que c'est quand même pas facile pour les régies immobilières. Et puis il y avait une étude qui était sortie, je crois qu'il y a 2 ans, où il y avait un gap énorme entre ce que les propriétaires croient que les régies doivent faire dans leur scope et puis ce que les régies font réellement. Il y avait un énorme gap. Et puis donc moi je suis plutôt à me dire oui, les régies, vous avez un rôle hyper important là-dedans parce que c'est vous qui connaissez les bâtiments le mieux. Tout à fait. Et c'est vous qui connaissez les locataires le mieux. Exactement. Donc maintenant, si dans les dernières années, vous avez laissé pourrir des bâtiments et vous avez créé une relation de merde avec les locataires, vous allez payer. Désolé. Mais il y a plein de gens qui ont bien fait leur travail. Et ces gens-là, comme tu dis, il faut qu'on les aide, il faut qu'on les accompagne. Et je pense que ça doit venir des deux côtés. Romande Énergie, mais d'autres fournisseurs. On est très ouvert à discuter avec les régies, avec les bonnes personnes dans les régies qui sont moteurs. Je le disais tout à l'heure. D'où l'outil BRM d'ailleurs. Notamment l'outil BRM, mais aussi d'autres outils. C'est que, en fait, les gens qui veulent avancer dans ce sujet, écoutez, sachez que notre porte est ouverte.
venez nous voir, on a plein de trucs, plein d'idées, vous pouvez nous apporter plein d'idées, on peut construire plein de trucs ensemble. Et les régies, elles ont clairement un rôle là-dedans. Maintenant, ce que je crois aussi, c'est que si les régies sortent pas la tête de l'eau de dire non, on a souvent cette approche, hein, non, c'est pas mon job. Donc si les régies et les autres acteurs continuent avec ce type de réponse, c'est des mauvaises décisions de gouvernance. Ouais. Et ça va se faire quoi qu'il arrive. Et ça va se faire sans vous. Ouais. Ça va se faire sans vous et vous allez perdre des bâtiments pour le cas des régies et ça va piquer. Ouais. Ça va finir par piquer. Ok. Ouais, alors ça, on l'entend. Et puis, mais du coup, c'est vraiment des thématiques qui sont complexes. D'où aussi cette podcast parce que généralement, c'est plutôt destiné à la PropTech et puis à l'innovation, l'entrepreneuriat ou le marketing immobilier. Mais l'énergie, on est tellement sur une thématique qui est importante et avec des objectifs qui sont très très bien définis d'ici 2030, on en discutait, que c'est vraiment une grosse problématique. D'où aussi, on peut rebondir sur ça, d'où aussi le fait de m'avoir mandaté pour 2 ou 3 workshops. Et du coup, l'une des questions que je disais, c'est aujourd'hui, la Rebond Énergie, est-ce qu'elle a des profils qui permettent le développement de produits destinés à l'immobilier? Est-ce que tu penses que ces profils de l'immobilier sont importants pour vous? Et puis finalement, est-ce que vous êtes convaincu que vous devez collaborer? Parce que vous en arrivez dans ce workshop, moi je t'ai dit, mais moi l'énergie c'est du chinois. Puis toi tu m'as dit, ça tombe bien parce que moi l'immobilier c'est du chinois. Puis finalement, discutons quoi. Ouais. Alors, donc il faut quand même reprendre l'histoire de Rebond Énergie. Alors il y a 135 ans, la boîte elle fait de l'électricité, elle a fait ça pendant très longtemps. Après, elle a commencé à prendre ce rôle d'énergéticien avec le développement notamment de chauffage à distance en Suisse romande, avec petit à petit d'autres rôles. Puis maintenant, c'est très officialisé. On a pour mission de décarboner la Suisse romande. Mais on a quand même, tu vois, dans notre histoire, un point de vue hyper électricité puis énergie, quoi. Tout à fait. Et donc là, maintenant, on est complètement, on a pris le rôle d'aller décarboner ce monde de l'immobilier. On a vraiment des équipes qui se staffent autour de l'immobilier avec un point de départ qui est électricité et énergie. Mais on se staffe là-dedans. On a embauché différentes personnes qui viennent soit des régies immobilières, soit des fonds d'investissement dans l'équipe pour compléter la palette. Ouais. Et au début, comme un peu avec toi, on prend des externes qui comprennent bien ce marché, on les intègre dans des workshops, dans des trucs plus long terme. Et puis après, c'est de l'intégration directe dans les équipes. Ouais. Okay. Donc il y a un des collègues avec qui j'ai pas mal bossé là dans les derniers mois. Lui, il était responsable durabilité ESG dans une grosse régie. Oui. Et puis, on lui passe le coucou d'ailleurs. Et il nous a rejoint d'abord au lab, maintenant dans les unités d'affaires pour renforcer la compréhension du monde de l'immobilier. Oui. Pour que nos collègues qui sont hyper forts dans, comme je les appelle, compter les kilowattheures, c'est le métier de l'énergie, compter les kilowattheures, dimensionner des équipements, comprennent mieux ces points de vue-là. Oui. Donc du coup, il y a l'intégration dans des workshops, des choses un peu plus légères ou ad hoc, et des personnes qui sont véritablement réintégrées dans les équipes. Ok. Donc aujourd'hui, on peut dire que vous avez compris le milieu de l'immobilier, de par la structure aussi des profils que vous avez à l'interne. Vous arrivez à répondre à toutes les problématiques. Et puis on le voit aussi, alors que tu es quand même dans l'innovation et dans l'énergie, quand je discute avec toi, tu as très très bien compris cet environnement. Et je pense que c'est ce qui fait aussi votre force. Peut-être juste, si je reprends ça, alors moi je viens avec plus d'humilité que ce que tu viens de dire. Moi, d'autant plus, je disais, mon background, c'est l'informatique. Oui. Après, ça fait quelques années maintenant que je suis dans l'énergie. Je comprends quand même pas mal tout ce monde de l'énergie. Mais dans le monde de l'immobilier, c'est quand même, déjà, c'est un grand marché. Si on prend le monde des régies, il y a tout un truc. Si on prend le monde des fonds, il y a tout un truc. Je parlais de FINMA tout à l'heure. Il y a encore quelques semaines, je pouvais pas vraiment parler de ce contexte légal autour de la FINMA. Il y a encore quelques jours, je demandais à ChatGPT qu'est-ce que c'est une banque dépositaire, tu vois. Donc, il y a encore plein de trucs. Et donc, je pense qu'on a compris quand même un grand nombre des mécanismes. Maintenant, je me présente de loin pas comme un expert du monde immobilier. Enfin, tu vois, faut aussi que là-dessus, on garde un peu nos distances, quoi. Mais on commence à avoir compris 2-3 trucs. Et puis si aujourd'hui, tu devais donner justement un conseil à un professionnel ou un jeune qui se lance, alors je dirais pas dans le monde de l'entrepreneuriat là, mais plutôt dans le monde de la création de produits, enfin, de toute façon, ça va servir pour nos auditeurs, ou dans l'innovation.
que lui donnerais-tu comme conseil quand tu te lances? Parce qu'on parlait justement avant, peut-être ça va rebondir la question suivante, mais de créativité. Au final, la créativité c'est bien, mais c'est presque la partie la plus simple. Ouais. Le fait d'avoir des idées, quoi. Bah, tu vois, si je reprends mon parcours, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la curiosité. Ouais. C'est qu'en fait, si tu débarques et tu dis, bon, on va s'attaquer au monde de l'immobilier, et que tu viens avec toutes tes certitudes, et que tu dis, non, c'est comme ça que ça marche, et que t'es pas un peu curieux, finalement, d'aller comprendre, d'aller gratter, bah, t'arrives à faire que des trucs en surface qui, je reste persuadé, n'arrivent pas à fonctionner correctement. Tu as besoin de comprendre le fond du problème, quoi. Ouais, comprendre le fond du problème, mais aussi aller comprendre d'autres problèmes. Oui. Moi, je fais souvent des parallèles avec des choses que je lis ailleurs, dans d'autres industries. Bah, quand on était ensemble chez Creatives à l'époque, une agence de com, j'ai vu 10 industries différentes en quelques années. Puis après, j'ai bossé dans une autre boîte aussi, plutôt type agence marketing, avec un rôle spécifique. Pareil, j'ai vu d'autres industries. Et puis là, tu vois des mécanismes que t'as pas du tout dans le monde de l'énergie, que t'as pas du tout dans le monde de l'immobilier. Et puis, est-ce que quand tu vois ces trucs, tu t'intéresses, t'es curieux, t'intègres tout ça, ou est-ce que tu restes avec un petit ok, c'est juste mon job, quoi. Donc, je pense que dans ce monde de l'innovation, et encore plus dans un monde comme on vit aujourd'hui, où t'as des barrières qui sont vraiment hyper poreuses, hyper floues entre les industries, t'as besoin d'être curieux pour être capable de construire un truc qui fonctionne avec d'autres types d'acteurs, quoi. Ok. Et dernière question. Tu parlais de créativité. La créativité, donc c'est directement lié à la curiosité. Donc, t'es curieux, t'as vu ça, ça et ça. Du coup, t'es créatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends des idées qui se viennent à gauche, à droite, et puis tu les fous ensemble. Mais bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en intro. La créativité, en vrai, c'est la partie facile. Hein. Faire des post-it et écrire des trucs au tableau, c'est la partie facile. La partie dure, quand tu délivres un business, quand tu montes un truc, c'est tout le reste. C'est des questions, je sais pas, monter une équipe qui fonctionne. Quand j'ai eu ma boîte, c'était mon premier grand échec. Les premiers employés, je l'ai foutu dehors au bout de 3 mois. T'as pu avoir mis tous les post-it que tu voulais sur le tableau, c'est pas ça qui marche. Contexte, marché, tu vois, aller faire les contacts aussi, ça, c'est dur. Tes propres pain points finalement, parce que faut comprendre le juridique. Enfin, t'as des dimensions aussi légales qui rentrent, t'as des dimensions, faut pas l'oublier. Ça, je pense que ça c'est très important dans notre milieu, mais aussi dans le tien. T'as des dimensions politiques. Ouais, exactement. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc finalement, l'idée en tant que telle, elle est géniale, mais des fois, elle est juste pas faisable pour des éléments qui sont indépendants de ta volonté. C'est ça. Donc, ok. Donc si je retiens quand même une chose importante, c'est apprenez à être hyper curieux pour pouvoir justement prendre ou prendre des idées à gauche à droite et puis essayer de les appliquer dans votre milieu. Et dernière question, quelle est la question que tu aurais voulu que je te pose finalement? Écoute, je sais pas, il y a plein de trucs qu'on n'a pas touchés. Il y a un bout, tu vois, qui me paraît quand même hyper important, c'est la notion de timing, en fait, tu vois. Moi, j'aime beaucoup penser en termes de phases. Il y a des phases dans lesquelles on a le temps. Oui. Et puis dans ces phases dans lesquelles on a plus le temps, parce que c'est un peu plus flottant, moi, j'adore me documenter. Il y a des moments où je fais de la boulimie, tu vois, de livres. Genre, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aller à Londres, je reviens avec 15 bouquins. Et ça, c'est ces moments de boulimie. Mais des bouquins littéraires ou liés justement à... tu vois... à ton job. Faudrait que tu me définisses ce que c'est mon job, mec. Ou alors à ton cadre professionnel, disons. Plutôt pro, quoi. Mais aussi ce qui se passe, ce qui est en train d'évoluer et tout. Et donc, cette notion de timing, c'est hyper important de sentir à quel moment tu dois faire quoi, tu vois. Dans ces moments de calme, parce que on a aussi des moments plus calmes, et tu dois bien analyser, refocaliser, récupérer le maximum d'infos. Et puis après, tu as des moments comme là, ce que je vis en ce moment, c'est de la prod pure. C'est de la prod pure, c'est le rush, c'est full adrénaline, c'est full enthousiasme. J'ai un client chez qui je suis allé récemment, assez jeune, et qui me disent waouh, j'ai rarement vu autant de bouillance en vous. Tu vois, c'était hyper drôle. Et je sais que je suis vraiment dans ces moments-là hyper enthousiaste, plein de trucs. Et voilà, donc gérer ce timing, cette euphorie. Exactement, ouais. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour.
Et puis, de toute façon, si nos auditeurs veulent avoir d'autres questions, ils peuvent m'écrire en DM et on en fera une si jamais par rapport à ça. On verra comment aussi évoluer les différents produits. Donc, merci beaucoup. Bienvenue dans la communauté Real Insiders. Et puis finalement, je vais mettre aussi les liens peut-être alors soit du produit, soit de la remontée d'énergie dans la podcast. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à tous et bonne journée. Ciao.